sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais la plus grande partie du chemin, d'après l'histoire, d'après les historiens, les anthropologues, etc., on a fait la plus grande partie de ce chemin d'évolution vers cet état de perfection. Après, ça se prolonge, c'est pas une finalité ultime, on ne peut pas imaginer d'abord, comment se déroulera cet état de perfection dans 2, 3, 4, 5 ou 10 siècles peut-être, admettons. On est devant une inconnue et une incapacité de pouvoir véritablement penser le monde. Bien sûr, on peut l'imaginer, on peut faire de la prospective ou de la science-fiction. Mais même la science-fiction, il y a 400 ans, par exemple, était incapable de penser, de pouvoir penser que on aurait des avions à réaction, qu'on aurait Internet, que l'ensemble de la planète serait connecté, qu'on aurait créé l'ONU, l'UNESCO, enfin, voilà. Donc, de quoi l'humanité sera faite lorsqu'elle aura atteint son ultime perfection, voilà, on peut éventuellement donner des idées, des pistes, mais c'est difficile de pouvoir le visualiser. À mon sens, si cet état de perfection, c'est l'accession à la paix universelle, à la fraternité absolue, à la fin des frontières, à la fin de l'homme nous pour l'homme, à la fin de l'homme qui a un impact négatif sur la planète, c'est-à-dire une réconciliation totale avec l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire plus aucun impact négatif. Bon, on peut commencer à se faire une idée, on peut bien comprendre que c'est pas la technique qui sera reine, et la technique aura peut-être même, voilà, elle aura une vocation d'aider le corps à jubiler de cet état d'amour absolu dans lequel l'humain sera arrivé, de fraternité, voilà, d'extase, parce qu'en fait, la route nous conduit vers l'extase, à mon sens. Voilà, alors, bien souvent, je m'appuie sur des audios, des vidéos ou des livres que je compulse comme ça un peu rapidement, parce que je ne peux pas lire une œuvre, par exemple. Et hier, justement, il se trouve que je suis depuis quelques jours à Strasbourg, et donc je suis allé à la fac de philo, et il y avait un cours sur Hegel par un jeune professeur extraordinaire, et je lui ai demandé si je pouvais suivre son cours, il a accepté volontiers, et c'est un véritable régal d'écouter ces professeurs de fac qui ont une connaissance mais inouïe. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont lu plusieurs fois, la phénoménologie. Sur la phénoménologie de l'esprit, c'est un bouquin de cette épaisseur, c'est inouï au niveau et puis de la complexité du langage. Mais voilà, il y a une maîtrise qui est incroyable, une pédagogie formidable. Et je suis allé le voir à la pause et je lui ai dit, voilà, merci
de m'avoir laissé écouter le cours. Je n'ai pas, je n'ai jamais lu Hegel, je n'ai pas lu Hegel. J'aurais dû préciser que j'ai lu des petits articles sur lui, que j'ai écouté des vidéos sur lui, que j'ai lu des choses sur des livres de terminale, voilà. Donc je connais, j'ai une vague idée de, son, de sa réflexion, mais une idée intuitive. Euh, mais par contre, j'ai tout compris de ce qu'il a dit, de son cours. J'ai absolument tout compris. Donc, il m'a dit, ben voilà, ça veut dire que mon travail est efficace, quoi. Euh, voilà, donc ça, c'était pour Hegel et pour la fac de Strasbourg, et pour Strasbourg, qui est assez extraordinaire comme ville à visiter. Alors, aujourd'hui, ben, c'est une émission toujours sur France Culture, sur Avec Philosophie. C'est un peu l'axe à partir duquel je travaille globalement. Euh, avec Philosophie, j'ai écouté avant-hier La philosophie complique-t-elle tout dans la complexité et ses nuances. C'est la nouvelle série de cette semaine. La philosophie complique-t-elle tout? Et j'ai trouvé ça, bon, comme d'habitude, j'écoute ça dans la nuit, donc entre deux endormissements, on va dire. Et là, j'avoue que je ne sais même pas de quoi ça parle, je m'en souviens plus, tout simplement parce qu'hier il y a eu Hegel, et puis ça a été un peu agité, les journées sont assez chargées, donc et puis j'ai beaucoup de mal à retenir, et puis je suis avec un esprit en éventail, donc rien me sort d'une concentration. Et voilà, donc on y va, je lance, et c'est comme si je découvrais pour la première fois et que je commente. Voilà, on y va. France Culture. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons cette semaine de la complexité et des nuances, autant de valeurs, de choses qui nous manquent un peu en ce moment dans un débat public souvent polarisé et simplificateur. Ce matin, la philosophie face au complexe. Et alors, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en exergue dans ma réflexion maintenant, depuis un bon moment, depuis quelques années, l'idée de la complexité. Et je me suis rendu compte que je l'ai toujours inclus dans ma théorie sur l'évolution, en pensant que tout est parfait tout en étant perfectible. Le monde actuel, il est parfait, donc la complexité fait qu'on peut comprendre cette perfection, il est parfait à l'état présent parce qu'il ne peut pas être plus évolué que ça, il est parfait avec ce qu'on appelle ses imperfections, avec ce qu'on appelle le mal, ce qu'on appelle le bien, ce qu'on appelle l'erreur, etc., etc. Tout ça qui pourrait nous le montrer sous une image imparfaite, en réalité il est parfait, tout en étant perfectible, jusqu'au moment où il aura atteint son ultime perfection, c'est-à-dire une perfection indépassable. Et c'est ce vers quoi nous allons, nous tendons. Voilà, et la complexité, évidemment, c'est très très intéressant de le signaler, parce qu'en réalité, on peut pas comprendre si on ne met pas la complexité, si on reste dans la binarité, on ne peut pas comprendre même ce qui se passe au niveau politique, la guerre, les conflits, même les nouvelles découvertes, l'IA, etc. Voilà, tout ce qui arrive, on ne peut pas le comprendre si on n'utilise pas la complexité des choses, à mon sens.
Critiquer un certain goût du simple dans l'air du temps, il est bien normal, dans une émission de philo, d'interroger la philosophie elle-même. Serait-elle la reine de la complexité, ne cessant de la cultiver, de la déployer ? Socrate, nous rapporte Platon, évoquait l'effet produit par l'interrogation philosophique comme une piqûre de temps, suivie d'une paralysie comme celle causée par la morsure d'un poisson torpille. C'est la découverte de la complexité qui produit cela, alors qu'on croyait la vie quotidienne si simple. Mais il serait trop rapide d'affirmer que la philosophie est sans envie aucune de simplifier, ou du moins d'unifier. Qu'il lui est agréable aussi de parvenir à saisir le complexe au bout du compte dans des concepts capables de faire droit à toutes les nuances. Oui, et l'idée de vouloir unifier, c'est tout à fait normal, mais ça n'empêche pas la complexité, évidemment. La complexité permet, en éclairant la complexité, d'unifier quelque chose, puisque on a vu tous les aspects. Et c'est là où les profs de philo, les jeunes profs de philo, mais tous les profs de philo de la fac, le peu de fois où j'ai pu suivre quelques cours en auditeur libre comme ça, on voit à quel point ils sont grandioses, parce que ils encerclent un concept qu'ils sont en train de développer. Là, par exemple, hier, c'était sur le maître et l'esclave, mais ils vont éclairer tous les aspects de d'une même phrase. Et donc, on peut comprendre la totalité. Ça, c'est extraordinaire. La dialectique, depuis Socrate d'ailleurs, ou plutôt Platon, comme je le disais, est certes un travail pour complexifier nos pensées immédiates, mais c'est aussi par la suite pour nous faire trouver la lumière des idées vraies, la racine de nos jugements, les principes fondamentaux ignorés par nos visions caverneuses. Un tel but évoque à sa façon la clarté du net et du simple, ultimement atteint après la complexité laborieuse. Et tatin, ce n'est pas la tarte. Sans parler même des auteurs de systèmes philosophiques qui ramassent tout finalement dans les bras d'une même mécanique. Certes, la philosophie fait le pari que ces unifications ultimes ne seront pas des simplifications, mais est-ce si certain ? Nous en parlons ce matin en revenant aux notions de dialectique et de systématicité. Bonjour Claire Pagès. Bonjour. En plus, Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Nanterre. Vous avez travaillé sur Hegel, qui de tous les philosophes modernes a sans doute forgé le système le plus redoutable, puisqu'il prétendait saisir le mouvement fondamental de l'histoire. Et il a raison, à mon sens. C'est pas de la gnognotte, Hegel. Je pense qu'il a saisi. Simplement, il l'a saisi comme il pouvait le saisir en 1700 et quelques, en 1800, début du 19e. Si Hegel était là aujourd'hui avec tout ce qui a été découvert depuis, ça serait de la bombe à H. Vous avez publié aussi chez Vrin en 2015 « Qu'est-ce que la dialectique ?» Bonjour Patrice Canivez. Bonjour. Est-ce qu'on dit Canivez ou Canivet ? Canivet. Eh bien, je dirais ainsi. Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'Université de Lille. Vous avez publié des choses variées, y compris des livres extrêmement pédagogiques et clairs. Je me souviens d'un volume de vous intitulé « Éduquer le citoyen » qui m'avait beaucoup aidé dans mes premières années d'enseignement. Vous venez de me dire qu'on va le republier. J'en suis ravie. Il y a quelques mois, vous avez fait paraître au PUF Jean-Jacques Rousseau, La politique face à l'histoire. Alors je précise que cette idée d'une série sur la complexité nous est venue de nos amis du Festival de la Pop Philosophie à Marseille, festival qui commence aujourd'hui son édition 2025 et qui s'annonce donc comme un éloge de la complexité. Tu vas en voyage? Pop philosophie. Pour où, avec ta permission? La Crète. Tu me plais. Emmène-moi avec toi. Tu veux? Il faudra peut-être que je vois pour éventuellement inviter. Pourquoi? On peut rien faire dans la vie sans pourquoi. Comme ça, quoi. Pour le plaisir. Écoute, prends-moi comme cuisinier. Je sais faire de ces soupes qui... Tu aimes la soupe, non? Eh bien sûr, tu aimes la soupe. Anthony Quinn. À moitié. À moitié. Mon père était grec, mais on m'a élevé en Angleterre. Ah, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Moi, eh bien, je suis écrivain.
Excuse-moi, mais tu en as l'air. Qu'est-ce que tu écris? Des choses d'amour? Oh non. Poésie, essais. Le problème, c'est que... Qu'est-ce que c'est? Des essais. C'est que si je garde ce petit chapitre, YouTube peut me sanctionner en me disant, voilà, cette partie-là, elle est protégée, etc. Non, tu penses c'est beaucoup compliqué. trop. C'est ça qui te perd. Les petits malins et les épiciers, ça pèse tout. Moi, si tu me l'avais demandé, je t'aurais regardé dans les yeux et je t'aurais dit Zorba, viens ou Zorba, ne viens pas. Zorba? C'est moi, Alexis Zorba. Et vous venez d'entendre Voilà. un extrait du film Zorba, il tranche. C'est ça ou ça, c'est pas... Zorba le Grec, réalisé par Michael Kakoyannis en 1964, adapté du roman de Nikos Kazantzakis, Alexis Zorba, de 1946. Claire Pagès, à la fois, ça marche toujours de se moquer de l'intellectuel qui écrit des livres et qui n'a pas la simplicité de la vie. Et puis, c'est impensif quand même. Je pense que vous me l'accorderez. Cette idée que les gens dans la vie et dans la simplicité non réflexive, non seulement sont plus heureux, mais sont plus sages que les intellos. Comment vous réagissez à la fois à cette vérité partielle, sans doute, et à ce poncif malgré tout? Merci. Oui, c'est génial, mais alors comment elle va Je crois répondre? que Hegel a essayé de dire un petit peu quelque chose comme ça quand il a défendu. Bon, Hegel n'est pas le meilleur exemple pour dire que le philosophe, le penseur est plus sage et plus, disons, plus clair que que Zorba, qu'un Zorba, on pourrait dire. Évidemment, c'est très complexe. Mais la fin, résumée, voilà, si on pouvait résumer de façon naïve Hegel, c'est beaucoup plus simple, évidemment, que la simplicité de la pensée, de la non-pensée. La philosophie contre tous ceux qui attaquent et qui attaquent dans cette connaissance conceptuelle, eh bien, le temps, la patience, l'effort, l'inquiétude, le fait que voilà, ça exige aussi de rencontrer des contradictions et d'être déçu, mais il a essayé de défendre là le moyen de connaître véritablement la richesse des choses et du réel, contre ceux qui prétendaient toujours qu'on pouvait appréhender ou connaître la réalité immédiatement, soit par l'intuition, soit grâce à son bon cœur, spontanément, avec ses sentiments. Donc il fait toujours un peu, il prend la défense de cet effort sur soi qui rencontre pour lui la complexité des choses. Hein. Alors, c'est là où, évidemment, la vérité, et hier j'ai été confronté à cette chose-là en discutant avec le professeur, justement sur Hegel. La vérité, selon moi, on ne l'atteint que physiquement, c'est-à-dire c'est le corps qui l'atteint, c'est l'extase, il n'y a que dans l'extase. Et là, il n'y a pas de... Il y a pas plus simple au niveau esprit, il y a même plus de c'est je suis là ou je suis pas là, je viens ou je viens pas, je fais ça ou je fais pas ça, il n'y a plus de question. Le questionnement est éteint. Mais pour atteindre cet état, c'est tout un parcours de vie ou de réflexion ou de philosophie ou d'analyse ou quoi que ce soit pour pouvoir même sortir de la dualité simpliste dont parle Zorba, et qui n'est pas la vérité, en fait, parce que le fait de se poser
la question et de croire qu'on se pose réellement la question, eh ben, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la cessation totale de la question. C'est l'époquer, en somme. C'est le fait de ne plus du tout se poser, de ne plus réfléchir et donc de ressentir la totalité de l'existence. De ressentir l'existence dans chaque organe de son corps. Et donc d'être en contemplation, de voir venir le monde en soi et sans s'interroger sur ce que c'est, ce qu'on voit. On est dans le monde, on est présent absolument au monde, mais sans s'interroger. Mais ça, eh ben, c'est une des étapes de la philosophie en réalité. Donc, je pense qu'on ne peut pas atteindre ça sans y réfléchir. Dans la réalité, et la pensée doit essayer de... Sinon, ça voudrait dire que nos cousins primates ont tout compris, en somme. Ils sont là, ils n'ont pas besoin de sortir de leurs conditions de primates naturels pour devenir une humanité qui essaye de se comprendre elle-même, d'éclairer ce qu'elle pense. Et là, c'est vraiment très intéressant d'ailleurs, parce que ça démontre, ça donne du sens à pourquoi nous sommes sortis des autres primates, pourquoi nous nous sommes séparés des autres primates. Voilà, de relever ce défi-là. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'on parle de Hegel, on va le faire dans un instant, mais j'aimerais quand même qu'on pose le problème plus généralement. C'est une vieille affaire, y compris chez les Grecs anciens. Thalès, le mathématicien, on raconte qu'il avait tellement le nez dans les étoiles qu'il est tombé dans un trou, ce qui a beaucoup fait rire sa servante. Ce rire-là est classique, à la fois il y a une sagesse dans ce rire, je répète, et puis peut-être y a-t-il le risque aussi d'un anti-intellectualisme qui, pour vous dire franchement les choses de mon point de vue, est en pleine forme en ce moment. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Patrice Canivet. Oui, l'anti-intellectualisme est en pleine forme, et c'est souvent d'ailleurs l'expression d'un refus de la pensée, d'un refus de la réflexion. Et c'est aussi un thème très, très ancien dans la philosophie que la réflexion dérange, parce qu'elle remet en question des certitudes acquises. C'est d'ailleurs un des thèmes de la réflexion socratique, de la pratique socratique, de remettre en question des certitudes acquises. Alors donc c'est un petit peu dangereux et déstabilisant, notamment quand cette réflexion porte sur les traditions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient morales, qu'elles soient culturelles, etc. Donc l'anti-intellectualisme, c'est pas simplement le fait de se moquer des gens qui raisonnent de manière abstraite et qui perdent le contact avec le réel. C'est aussi une manière de se défendre contre les gens qui remettent en question des présupposés, des préjugés qui sont commodes. De ce point de vue-là, la philosophie, au contraire, elle est indispensable pour maintenir l'exigence de réflexion critique. La dialectique, alors, qui est une chose inventée par la philosophie grecque, qu'est-ce que ça veut dire, Claire Pagès ? Peut-être, très simplement, on peut dire que la dialectique, ça signifie qu'il n'y a pas de réponse simple ou immédiate aux questions qu'on se pose, mais que voilà, si la question est sérieuse, hein, si elle est dirimante, eh bien, pour l'examiner, l'approfondir, tenir compte de tous ces enjeux, il va falloir en passer par un certain nombre d'étapes. Et eh bien, peut-être aujourd'hui, on a envie d'avoir tout de suite des réponses sous la main, mais que la pensée soit dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot que les philosophes utilisent beaucoup. Est-ce que vous pourriez le décomposer, ses origines, donner son étymologie et peut-être aussi exposer un peu les toutes premières pratiques grecques anciennes de la dialectique, vous qui avez consacré à cette chose-là un livre entier. Voilà, peut-être initialement, ça désigne une manière
de s'y prendre avec le langage et qui implique la présence de l'autre et le dialogue avec l'autre. Et c'est dans le dialogue, dans l'échange de raison avec l'autre, que va dialectiquement, par l'intermédiaire du dialogue, émerger un certain nombre de propositions intéressantes qui vont faire la lumière sur ce qu'on était en train de chercher. Quelle est la différence entre dialogue et dialectique? Ce sont des mots très proches. Est-ce que c'est l'idée d'une dualité ou on se trompe en pensant que dia engage la dualité? Est-ce que c'est l'idée d'un logos, donc d'un raisonnement entre? Dia souvent évoque entre. Quand même, je trouve que ce mot, ces deux mots justement, exigent un peu d'examen. Peut-être on pourrait dire que c'est la dialectique une modalité du dialogue ou une manière de dialoguer. Il y a plein de manières de parler avec les autres. On a des conversations courantes où on engage sa subjectivité ou ses préférences. Peut-être que le dialogue et le dialogue philosophique, il engage la cohérence du langage. Est-ce que ce que je te dis, tu es d'accord? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que tu as une objection? Donc, dans ce type de dialogue qu'est la dialectique, il y va de l'enjeu de vérité et de cohérence du langage lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a donc la dialectique, en gros, ça voudrait dire on peut la faire avec autrui, donc un dialogue, mais on peut la faire avec soi-même. C'est la dialectique de Hegel ou du philosophe qui se porte la contradiction lui-même, en fait. C'est pas forcément le dialogue, c'est la contradiction, il me semble, hein. Je sais pas, voilà, à prendre avec des pincettes, mais ça me suggère ça. Patrice Canivet, il en va du langage. Très franchement, c'est pas ma première attitude de penser que c'est la question du langage. Je crois que c'est la question du concept. Et donc, avant de remettre en question le langage, on l'utilise, disons. On l'utilise tel qu'il est pour essayer de penser quoi exactement par la dialectique. Oui, je pense que la notion de dialectique est diverse. C'est d'ailleurs un thème que Claire Pagès a bien explicité dans son livre sur la dialectique. Il y a d'un côté le dialogue, comme vient de le rappeler Claire Pagès, qui est une façon de mettre à l'épreuve la cohérence des positions des interlocuteurs. Et puis d'autre part, il y a une façon de traiter la question de la contradiction. Et là, on aborde une dialectique, ce serait plutôt du côté de Hegel qu'il faudrait se tourner. Oui. Une dialectique qui explore les contradictions internes au concept même. Je pense que l'une des grandes idées de Hegel, c'est que tous les concepts sont ambivalents, travaillés par des contradictions, et qu'il faut expliciter ces contradictions pour montrer comment les concepts mènent les uns aux autres, se complètent les uns aux autres, aucun d'entre eux n'est autosuffisant. Et voilà, donc on a une logique cette fois-ci du concept, comme vous le disiez, qui n'est pas seulement une façon d'échanger des arguments. Alors, Bon, ça c'est génial. On va arrêter là. Et voilà, c'est très bien, c'est parfait. Voilà. Alors, et cet après-midi, il y a une sorte de colloque sur la religion, sur les religions. Et je vais y aller si tout va bien. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Et puis, à bientôt autour des rencontres aussi philosophiques et spirituelles de Montfaucon que je n'oublie pas. Elles sont dans mon esprit en permanence. Merci, bye bye.